J'ai compris. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette conférence en ligne avec Fabrice Michaud. Je me présente, je suis Franck Robert, je suis le président de l'association Zebrix à Toulouse et je suis accompagné de Christine Reyna qui est la présidente de Zebrix. À Rennes, bonjour à tous, enchantée. Merci d'être présent et merci à Fabrice surtout qui nous fait l'honneur d'être là. On est absolument ravis, vous n'avez pas idée. Non, c'est gentil. Les associations Zebrix sont des associations de loi 1901 qui ont été créées donc à Toulouse et à Rennes pour accueillir les personnes à haut potentiel ou qui se suspectent à haut potentiel intellectuel. C'est en fait des associations pour qu'on favorise les rencontres, les communications grâce à des outils de communication en ligne et des activités qui sont organisées par les membres sur le territoire. Et des conférences et des webinaires pour vous porter de l'info. On essaye de porter de l'info fiable pour faire le tri dans tout ce qu'on entend dans les médias. Voilà. Donc, on recueille vos questions sur le chat et Fabrice pourra répondre à la fin de cette présentation. Et je laisse maintenant la parole à Christine et à Fabrice. Merci Franck. Donc, pour présenter Fabrice, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand nom en fait de la douance. Donc, il a l'habitude de présenter sur ce sujet. Donc, c'est d'autant plus fabuleux de l'avoir que c'est un homme qui parle merveilleusement des femmes HP. Donc, j'espère bien. Oui, je te confirme. Donc, Fabrice est expert depuis plus de 15 ans dans la promotion et l'accompagnement des adultes surdoués et atypiques dans les organisations et à l'international. Donc, il est conférencier international, il est professeur un peu partout dans le monde, Dakar, Sénégal. Il est fondateur et directeur de HPI Talent. Il a également fondé un réseau international d'adultes surdoués qui s'appelle les Coloriers, qui compte plus de 10 000 personnes actuellement. 3 000, pardon. 3 000, pardon. Ouais. 3 000, donc qui est en train de s'étoffer. Il a fondé également AFM Développement, cabinet de consultants spécialisé dans le conseil de direction, le coaching, l'accompagnement des transformations complexes et rapides dans les organisations. Il est coach, formateur, superviseur de coach et il a fondé la première organisation de coaching en France. Donc, ça fait très longtemps que Fabrice est sur le sujet de la douance. Ce n'est pas à la mode comme on l'entend aujourd'hui, puisque c'est un sujet qu'il aborde et qu'il connaît, donc, sur lesquels il fait des recherches et dont il est expert depuis 30 ans. Donc voilà, c'est vraiment un honneur. En parlant de l'homme, c'est une avis personnelle. Fabrice est authentique, sincère, qui n'a pas de langue de bois. Donc, quand on voit le paysage du HP, en fait, je trouve qu'il se situe entre j'appelle les zoologues, c'est-à-dire ces cliniciens ou ces scientifiques qui voient les HP comme des rats de laboratoire, et ceux qui sont très consensuels ou qui prônent un petit peu l'adaptation dans le monde actuel. Donc, tu as un regard qui nous plaît beaucoup, puisqu'il nous paraît, évidemment, c'est très personnel, plutôt très juste et bien amené. Donc, tout ce que tu dis est pertinent. Alors, je ne suis pas en train d'en faire trop, parce que quand je n'aime pas, je ne fais rien. Donc là, c'est sincère aussi. Donc, je vais te laisser la parole, parce que tu as plein de choses à dire, Fabrice. Et on va commencer avec le nom, puisque il y a un problème avec le nom, puisqu'on a dit que Zebrix pour le terme générique zèbre, qui n'est pas forcément aimé de tout. Donc, il y a beaucoup sur zèbre. Vas-y, c'est à toi. Ouais, moi, j'aime pas tous les noms, surtout qu'il y a des gens qui créent des noms à défaut d'amener de la contribution. Donc, en général, je parle de surdoué, d'HPI ou d'atypique. J'aimais pas zèbre, enfin, j'aime toujours pas zèbre, mais j'ai constaté que pédagogiquement, c'était aidant. Donc, je reconsidère ma position. C'est-à-dire que certaines personnes ont du mal à accepter surdoué, mais c'est tellement chiant comme terme que puis c'est inapproprié. Ou HPI, mais maintenant c'est à la mode. Moi, quand j'ai commencé, c'était le désert, il y a 15 ans, c'est à la mode depuis 4-5 ans maintenant, pour l'Europe francophone que je connais. Et zèbre, en fait, c'est une manière acceptable de rentrer dans le sujet pour les personnes qui arrivent. Alors, je fais des bilans de surdoué sans test de QI depuis 10 ans, je fais des formations et j'observe que ça aide des gens
Donc, si ça, des gens, j'ai 8-9 métiers, mais en transverse, c'est de l'ingénierie pédagogique et de l'enseignement et de la transmission des savoirs. Si ça marche, donc c'est bien. Parfait. Mais en France, la polémique est beaucoup sur les noms. Et en fait, c'est plus intéressant de s'intéresser au fond qu'à la forme. Ben, les noms, on s'en fout, en fait. Si tu veux, tu appelles ça tarte aux fraises ou cocotte minute. Vaut mieux cocotte minute, en fait. C'est plus proche de la réalité. Ouais, Mais en fait, tu as des gens qui se battent sur les noms parce qu'ils ne savent pas répondre sur le fond. exactement. C'est quand même essentiel, en fait. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans le sujet depuis quelque temps, le nom n'importe plus. Mais c'est vrai qu'au départ, les personnes mettent beaucoup d'enjeux dessus. Ben, parce qu'il faut bien nommer les choses, mais tu as beaucoup de surdoués. Alors, c'est générique comme femmes. Moi, je travaille depuis 7-8 ans maintenant, spécifiquement sur les femmes, ou les THPI, ou d'autres types de populations. Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bah, les noms sur les femmes. Oui, c'est le fait de nommer. Beaucoup de surdoués, en fait, n'aiment pas être enfermés. Et en fait, ils pensent que parce qu'on nomme, c'est un enfermement. En fait, parce qu'on nomme, c'est une libération. Nommer des choses, c'est pour s'en extraire, c'est pas pour rester à l'intérieur. Mais c'est comme dans une maladie, ça, c'est bien de savoir que la maladie porte un nom, et dont ce n'est pas une pathologie, mais pour trouver des solutions. Donc, nommer une chose n'est pas un enfermement. Mais il y Non, en et a qui donner le bon pensent. mot. Donner le bon nom aussi, comme diagnostic, qui est toujours encore utilisé par Oui, des professionnels, qui est une grosse erreur. bah oui. Surtout qu'en plus, tu as toute la galaxie autour du TSA, du spectre autistique, du TDAH, c'est des 10. Hein. Hein. C'est ce qui touche. Mais il faut démêler. Moi, j'accompagne des autistes Asperger où je peux prédiagnostiquer tout ça. Et puis après, j'envoie évidemment vers des professionnels, des psys, des neuropsys. J'ai toute une batterie de professionnels, mais je sais prédiagnostiquer. Et c'est pire là-dedans chez les femmes, c'est pas la même chose. Le TSA chez les femmes, autisme Asperger, c'est pas la même chose. Si la femme elle a les deux, c'est encore plus invisible. C'est que ça suffit pas. On n'est pas obligé d'avoir tout, hein, évidemment. On peut faire l'économie d'un certain nombre d'emmerdements, mais ce sont des emmerdements tant qu'on ne sait pas les piloter. Comme je dis souvent, on est enfermé dehors sans le mode d'emploi. On nous a pas prévenus, en dehors de chez nous. Hein. Et en plus, on est des prototypes. Mais le bon côté, c'est ce que je fais avec les groupes des coloriers, c'est qu'on a des singularités, on a la même cartographie. Ça ne nous rend pas identiques. Mais on se comprend, ça fonctionne en Wi-Fi ou en plug and play. Là, c'est entre HPI. Exactement. Pour commencer, parce que du coup, Oui, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui intéressent les femmes présentes, enfin, il y a des hommes aussi, c'est intéressant. oui. Si on veut commencer sur la répartition hommes-femmes par rapport au HPI. Bah, la répartition, d'abord, on ne sait pas, hein, c'est-à-dire que on ne sait pas. C'est-à-dire, il y a une éternelle confusion. Alors, je dénonce plein de trucs qui dérangent les professionnels, mais tant pis, c'est ce que j'appelle le triangle dramatique. C'est-à-dire qu'on confond le QI, la nuance et l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une superposition identique. Moi, j'ai des amis, ils ne sont pas surdoués, ils sont plus intelligents que certains surdoués. Vous voyez, il y a des gens qui ont un QI à plus de 130, pour moi, ils ne sont pas surdoués, ils sont encore moins intelligents. Mais il y a une espèce de confusion dans la littérature, c'est de passer de QI intelligence à surdoué. Eh bien, c'est une arnaque. Ça, c'est pas possible. Alors, quand on entend souvent qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Ben, il y a autant de femmes que d'hommes, mais on n'en sait rien. C'est-à-dire la seule chose qu'on connaît pour appréhender la danse, c'est le QI. Mais le QI, c'est pas de la danse, c'est du QI. C'est-à-dire, c'est une norme sociopolitique dont le travail a été fait à l'origine pour évaluer la déficience mentale. Mais si on voit ce qu'est la veille, c'est parce que, comme j'ai expliqué, moi j'ai une amie neuropsy qui me fait tester les tests quand les dernières versions arrivent. Mais c'est des trucs à la con, tu as des questions de culture, ça n'a rien à faire là. C'est pas lié à de la danse, ça, la culture, c'est lié à du savoir. Donc le test est une norme politique. Donc le référentiel est toujours lié au QI en essayant de faire croire que le QI parle de la danse. Ben non. Oui. Alors ça n'exclut pas que beaucoup de surdoués ont un QI supérieur, mais tout le monde a un QI. Et puis on a plein de raisons, y compris pour les femmes, et en particulier pour les femmes, de ne pas passer le 130. Faut que je vous donne un truc. Ah non, je l'ai aujourd'hui. Parce que dans mes formations, j'explique
euh, tout ce qui fait euh, euh, tout ce qui fait qu'on j'ai au moins une quinzaine d'items qui fait qu'on ne peut pas avoir 130 de QI. Est-ce que je vais la retrouver? Ça, c'est un truc, alors j'en parle, enfin, j'ai plus d'un millier de slides sur toutes mes formations, et tout ce qui fait, pardon, je vais partir dans tous les sens, tout ce qui fait que les femmes surdouées n'ont pas d'enfants, moins d'enfants et plus tard. Oui. Et j'ai trouvé des études aux États-Unis là-dessus. Donc j'ai des contributeurs, hein. Moi tous mes travaux c'est fait à partir des gens, pas à partir du QI. Et quelqu'un qui m'a envoyé cette semaine, elle me dit tout ce qui fait que j'ai pas voulu avoir d'enfant, ça recoupe des choses que j'ai eues et plein de choses nouvelles. Elle m'a dit peur qu'il souffre psychologiquement ou physiquement, peur d'avoir du mal à l'élever parce que j'ai commencé une thérapie, peur de la grossesse, changement hormonal, déformation physique, problèmes de santé divers, de séquelles, risque de mourir lors de l'accouchement, peur de l'épère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je veux pas avoir un E.T. dans le ventre. Je te promets, elle dit, mais il y a que toi qui le sais, je dis à personne. Peur d'étouffer, de l'étouffer par mon inquiétude, peur de trop m'attacher. Ben, c'est un peu le but de la mère quand même, d'être attachée à l'enfant. Après, elle me dit peur qu'il parte. Ben, c'est un peu le but, l'enfant qui se barre. Peur de divorcer du père des enfants, pas envie de leur imposer d'être au monde vu le monde qu'on leur propose, ça je l'ai entendu plein de fois, pas envie d'être un souci permanent, de faire du souci pour savoir ce qui leur arrive, désir de couper le transgénérationnel, ça j'en ai parlé sur plusieurs conférences, et c'est un truc de femmes qui ont l'empreinte générationnelle, éducationnelle, qui passe par les femmes, et des femmes qui disent mais moi je veux pas avoir d'enfants parce que je veux pas avoir les traumas, parce qu'il y a des agressions, des viols, des machins, ou des tares, ou autre chose, et qui décident, qui se sacrifient pour pas qu'il y ait un enfant qui suive, ou pour pas qu'il y ait une fille qui se retrouve avec ce que la personne a vécu. Ça sont des trucs de femmes. Mais ça, c'est des trucs de femmes lucides qui anticipent tellement que ça les empêche de faire, en fait. Aussi. Bah oui, mais femmes HPI, en priori, c'est lucide. Donc, en général, elles sont plus compactées que les hommes avec la culture, l'éducation, la projection, des fois, de la mère malveillante, maltraitante, du père, des fois, malveillant, maltraitant. Mais oui, elles prennent plus cher, hein, les femmes. Bon, alors justement, c'est le but. Alors là, tu as donné plein d'envies de questions, là, je suis sûre, à te Je t'en poser prie. par ceux qui sont là. Donc, si on dit le conditionnement, enfin, je pense que c'est le fil conducteur par rapport à ça. Mais si on on essaye d'aller à la construction, c'est-à-dire que les filles sont plus invisibles, hein. Tu dis, elles sont identifiées par hasard, elles se suradaptent beaucoup. Est-ce que tu pourrais parler des caractéristiques de la construction des petites filles HP par rapport à… Ouais, juste par contre, je veux Oui, compléter ouais, la question que tu avais posée, avec lesquelles j'ai fait beaucoup de circonvolutions. Donc, il y a a priori autant de femmes que d'hommes, mais on oui, n'en sait rien. Il oui, n'y a aucune étude. Les seules études qu'il y a sont rattachées au QI, pas au surdoué. oui, Donc, il faut bien séparer les deux. hein, En matière d'identification, parce que c'est aussi un oui, point important et positif, moi, quand j'ai démarré il y a 15 ans, il y avait 3 garçons testés pour une fille. oui, Aujourd'hui, on est plutôt à 2 garçons pour une fille. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est au bénéfice des enfants, au bénéfice des filles et par effet ricochet au bénéfice des mamans. oui. Mais en fait, on n'en sait rien. Les sur 2%, on n'en sait rien. Les 2%, c'est juste le machin des cloches, là, et du QI, la C'est ceux cortico, qui c'est vont tout ça. consulter. Oui, bien sûr. Bah, il y a ceux qui ne consultent pas et ceux qui On vont n'en vraiment sait rien consulter. du tout. Moi, je travaille avec les THPI, les TTHPI, hein, au-dessus des tests. Mais en fait, on n'en sait rien. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Bien sûr. Pardon, c'était juste que je voulais compléter ça. Sur les petites filles, en fait, la question des petites filles, ça dépend de la culture du pays, Hein, mais de la culture des parents et de l'environnement dans lequel on est, de la place dans la fratrie. Est-ce qu'on est premier, deuxième ou troisième? Parce que ça va avoir un impact. Donc, selon le modèle éducationnel, moi, j'ai vu des petites filles avec des mamans qui étaient un peu des sauvages. Sauvages, c'est un compliment, hein, et qu'on permis aux enfants de se développer comme ça. Mais si, après, je prends la masse critique, les petites filles, elles sont plutôt conditionnées de la nature de l'éducation, parce qu'on sont des futures mamans, et le transgénérationnel, c'est au moins 4 générations.
Donc, c'est du conditionnement, c'est de l'éducationnel. En même temps, elles peuvent être plus vulnérables. En même temps, elles sont beaucoup plus intelligentes sur la plasticité sociale, sur ce qui est attendu d'elles. Les garçons, ils sont plus testés parce qu'ils foutent le bordel. Donc, comme ils font du bruit, on s'en occupe. Les filles comme Esthèse, elles s'en occupent pas. Si une fille, elle a un peu de performance, on va dire qu'elle est intelligente, mais intelligente neurotypique. Là où le garçon, on va voir comment il déborde. Donc, il y a ces phénomènes socio-éducationnels de culture, selon qu'on est dans les pays du Sud ou les pays du Nord, selon dans quel pays on est. Moi, en temps normal, je travaille en Europe, en Afrique, en Asie. C'est pas la même chose pour les enfants. Mais les petites filles, elles sont beaucoup plus sages, a priori, jusqu'à, je crois que c'est autour de 12 ans. Elles ont autant de capacités cognitives sur le logico-mathématique cerveau gauche, et ça semble s'estomper après. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai vu ça sur plusieurs études, mais des femmes HPI, elles ont des cerveaux magnifiques. Il faut dire aussi que les femmes ont de la testostérone, donc très souvent beaucoup plus de cocognettes que certains hommes, hein, vous voyez, surtout après à l'usage. Mais c'est ça qui va déranger, c'est-à-dire que le côté masculin chez les filles, qui préfèrent aller jouer avec des garçons qu'avec des filles, parce qu'elles s'emmerdent avec les filles. C'est pour ça que les petites filles qui jouent au foot, à qui on dit c'est un sport de garçon, ne Ben non, comprennent absolument pas. Ben non, mais pas du tout. Elles vont réparer la voiture. Moi, j'avais vu, elles réparent la voiture et elles font des trucs. Mais c'est de l'énergie. C'est pas une question de la guerre des genres parce que je vais pas sur ce terrain-là. C'est une question de leur énergie. Et elles peuvent faire plein de trucs. Elles peuvent faire du tricot, du foot, de la musique, avoir des pompes roots et puis avoir des talons aiguilles et briller comme des sapins de Noël. Alors ça dérange. Le spectre dérange, tu vois. Exactement. Ça fait partie des paradoxes que même les femmes elles-mêmes ne comprennent pas, parce qu'on leur renvoie justement ça. Voilà. On leur renvoie une mise aux normes parce que les femmes surdouées créent un standard qui perturbe les autres femmes qui veulent rentrer dans la boîte et bouffer la pilule bleue, tu vois, de la Matrix. Exactement. Alors ça, pour en revenir aux petites filles, qui s'adaptent plus, qui cachent plus leur souffrance, profitent moins des mesures d'enrichissement aussi Exactement. à l'école. Sauf si les parents s'en chargent. Et on commence à voir d'ailleurs des critiques des parents qui osent développer l'intelligence, la musique et tout ça pour en faire des animaux de cirque, mais pas du tout. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans l'excès, mais il faut bien aller accompagner si on peut, si on a les moyens, si on a le temps, si on a ça dans les ressources du territoire, là où les enfants veulent aller. Et en fait, tu avais dit quelque chose, moi, qui m'avait marqué aussi. Tu avais dit que les adolescentes craignaient, en aimant les maths, de perdre leur féminité. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Ben, j'ai découvert ça avec tous mes travaux. Moi, je fais du travail empirique avec les gens. De perdre leur féminité. Mais j'ai vu aussi des jeunes filles qui se rendaient compte qu'elles avaient des moins bonnes notes, que c'était des filles par rapport à des garçons, et qui avaient décidé de se couper les cheveux et de s'habiller en garçon, et tout de suite, leur note était remontée. C'est dégueulasse. J'ai découvert des trucs incroyables. Comment t'expliques le fait de se couper les cheveux, leur note remonte? Eh ben parce qu'elles ont compris la projection genrée des enseignants. Donc, l'effet Pygmalion, c'est-à-dire, tu sens que les enseignants, suivant le physique de la… C'est ce qu'elles avaient compris, mais elles étaient intelligentes parce qu'elles avaient raison, elles ont fait des expériences. Et j'ai entendu plusieurs fois, c'est une vraie découverte. Mais le problème, c'est que tu vois, on entend aussi beaucoup les femmes qui arrivent à faire carrière, beaucoup déplorent en disant, mais quand elles y arrivent, elles adoptent les codes masculins au lieu de laisser aller… Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a peut-être une erreur sur la coupe de cheveux. Moi, je dis la motivation qu'elles m'ont dit quand elles m'ont ramené l'information. Oui, bien sûr, c'est empirique. Donc, c'est du vécu. Mais le côté masculin-féminin est, je pense, vraiment dominant, puisque beaucoup de femmes disent, moi, j'aime les sports de mecs, ou moi, je suis un vrai garçon manqué, qui me fait horreur. Garçon manqué, tu vois déjà, c'est Aristote, ça. Merci, Aristote. Mais donc, on leur renvoie ce côté… Pour arriver, pour réussir, il faut adopter les codes masculins, en fait. Eh bien, un certain nombre en sont arrivés à cette conclusion, pas toutes, mais je l'ai entendu plusieurs fois, d'avoir fait des expériences. Oui, je suis d'accord, il y a aussi le harcèlement.
Je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'était pas sur du harcèlement, ce qui est générique même sur toutes les femmes. Les femmes surdouées, c'est en plus, elles ont le feu à tous les étages. Donc, ça crée de l'énergie, de la jalousie, de la projection. Mais là, c'était purement, l'un n'empêche pas l'autre, je prends les deux, hein, de considérer qu'en se mettant en mode masculin, et plusieurs m'ont dit ça, elle passait mieux. Oui, malheureusement, elles s'adaptent avec leur côté masculin et rejettent ce côté féminin, pour certaines. Bah après, ça dépend des personnes. Elles peuvent se mettre en mode masculin à l'école ou dans des environnements, et puis après, elles reprennent le féminin. Mais tout ça est une histoire de femmes. Les hommes, globalement, ont pas cette problématique, évidemment, avec toutes les agressions sexuelles, les projections, enfin, tous ces trucs tout pourris, hein. Donc, pour terminer sur on va dire l'éducation ou les petites filles ou les adolescents, comment reconnaître en fait, par exemple, si tu as un conseil à donner aux parents qui sont un peu, soit ils ne le savent pas, soit ils s'interrogent, comment reconnaître le HP chez une petite fille pour toi? Chez les petites filles, Mmh. on va normalement, comment dire, tu as toutes les informations au magasin. D'abord, alors, comment dire, tu peux avoir plusieurs profils. Tu as la petite fille, masquée, bonne élève. Mmh. Selon le contexte, dans la famille, les enfants surdoués ne font pas de crise d'adolescence, première caractéristique. La crise de la quarantaine peut être différente. Et ils ont une posture de parentalisation. Ils sont parents de leurs parents. Donc, tu as des enfants, ils se sacrifient s'il y a un problème dans la famille, soit dans le couple, soit dans la famille, pour pas rajouter un problème au problème. J'ai une personne la semaine dernière, ben, la gamine, elle a demandé à être comment on appelle ça, se barrer et dormir à l'extérieur en internat Oui. pour libérer la maman qui avait un souci avec son frère. Donc, il y a une position basse, mais il y a une espèce d'intelligence de situation, position basse, pour se faire disparaître, donc aussi sacrificielle. Tu as ça. Tu vas avoir des niveaux de réflexion qui peuvent arriver dès 3 ans. Alors, dès 3 ans, selon qu'on est HPI ou THPI, il y a quelqu'un qui me racontait, il y a un mois, lui, il est plutôt THPI et sa gamine aussi. La gamine, elle a dit, à 4 ans, elle a dit à sa mère, maman, si tu te comportes comme une gamine, on va jamais s'en sortir. 4 ans. Tu Ça vois? m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas. Mais donc, si on écoute et qu'on fait attention, si tu veux, c'est écrit dans le paysage. Et puis après, tu as ceux qui vont foutre le bordel, qui vont être chiants. Donc, ce que j'explique pour les ados, et les ados, ça commence après ados, hein, 10-12 ans, il faut surveiller les gamins. Donc, les garçons, ça va être la drogue, l'alcool et les jeux, comme une addiction. Donc, toutes les addictions, il faut faire super gaffe pour les gamins. Pour les filles, elles mettent le feu sur les parents. C'est-à-dire, comme elles ont du mal pour beaucoup à contenir, maintenir leurs émotions, donc elles vont faire des scarifications, par exemple, ou des TS, des tentatives de suicide. Et la scarification, j'en ai discuté avec des personnes qui avaient fait ça, c'est moins douloureux de se couper le bras que de souffrir des émotions, en fait. C'est un retour au réel. C'est incroyable. Mais ça, c'est plutôt un truc de fille. Et ce qu'elles vont faire aussi, c'est qu'elles balancent des émotions sur les parents avec 2 objectifs. Un, vérifier qu'ils tiennent la charge, sinon ça rend fou. Et 2, vérifier qu'ils vont continuer à l'aimer alors qu'elle fout le bordel. C'est terrible pour tout le monde parce que pour une partie, j'en ai eu plusieurs, où je leur expliquais ce qu'elles vivaient. Et elles me disaient, je ne peux pas faire autrement. Je dis, je sais. Sauf que ce que tu fais là, c'est terrible. Elle me dit, oui, je sais. Maintenant, pouvoir en parler, c'est intéressant. C'est le mieux d'en parler parce que moi, quand je l'ai fait, je parle devant les parents. Et j'avais la maman en pleurs pour la dernière. Et je lui dis, voyez, votre fille, elle ne sait pas faire autrement. Et ce que je vois pour les enfants, les ados, c'est qu'ils n'ont pas la parole. Donc moi, quand je le fais, mais j'ai un rôle un peu de médiateur et de porte-parole. Je parle pour les parents, pour les enfants, en essayant d'aller chercher la bonne volonté et de dire à la fille quand même, j'ai dit, tu peux t'excuser, tu pourris la vie de tes parents, mais je sais que tu peux pas faire autrement. Et la maman, elle a entendu ça. J'ai dit, votre fille, elle peut pas faire autrement. Maintenant, il y a peut-être des moyens d'articuler ça, mais ça laisse pas indemne.
C'est pas obligé, hein. Mais beaucoup vont passer par là, mais pas toutes. Et il y a des filles qui vont se censurer, se murer Oui. ou se barrer pour éviter ça, parce qu'il y a peut-être un dommage ailleurs. Donc, ça va être en fonction de l'écosystème familial. Et en fait, quand elles grandissent avec ça, donc soit elles se censurent, parce qu'il y en a qui passent par ça, mais à la limite, une fois qu'elles sont passées par là, elles ont peut-être plus pu sortir. Donc, tu vois, les mots. Maintenant, celles qui se sont censurées. On parle parce que quand on dit la danse au féminin, les hommes disent quelle est la différence. Pourquoi? Il y a une différence avec les femmes. Mais quand elles grandissent, ces jeunes filles, soit elles se sont censurées, soit elles ont été bonnes élèves et elles sont passées. Et comme tu disais, grâce au fait que les filles soient plus tôt détectées, les mères se reconnaissent. Oui. Maintenant, on parle de caractéristiques. Alors, tu sais, quand on parle de caractéristiques chez le HP, il y en a qui crient, il n'y en a pas plus que chez les autres. OK. Maintenant, il y a quand même un vécu. Et bien sûr que si, il y en a plus. C'est quoi ces bêtises? Non, mais évidemment, mais je veux dire, tu sais bien, les zoologues, moi je les appelle les zoologues, on les appelle. Ah oui, Ceux mais qui il étudient parle des les- neurotypiques. Il parle de Oui, surdoués performants. Point. voilà. C'est pas Mais des surdoués. ils abordent la notion de décalage, mais ils n'abordent jamais, en fait, le fait que ce soit vraiment vécu. Mais même pas le décalage. Ils considèrent qu'il n'y a pas de décalage. Ben, ils disent Pour qu'ils ont beaucoup. quand même ressenti quelques personnes qui parlaient de décalage. Mais Bon. quand une femme surdouée présente des caractéristiques, on va dire qu'on parle de problématiques parce que le monde est normé. Sinon, ce sont juste des caractéristiques. Est-ce que tu peux nous dire les caractéristiques? Parce que tu en as parlé, elles ont la lumière à tous les étages, mais il y en a d'autres. Parce que tu as plein d'expressions moi, que je trouve géniales. Elles ont un moteur hybride. Ils ne font pas le même bruit, même sans parler. Enfin, bon, toutes ces choses qui font que ça peut aider les femmes à comprendre pourquoi elles dérangent, pourquoi elles ne comprennent pas la réaction du monde, en fait. C'est quoi être une femme surdouée avec ses caractéristiques dans ce monde? Alors, tu as plusieurs questions entre les caractéristiques des femmes. Selon que la femme, elle est HPI ou THPI, voire TTHPI, une femme THPI, elle va moins avoir de mouvement en tant qu'enfant, par exemple. C'est-à-dire au-dessus de 145 de QI, avec toute la réserve que je mets sur le QI. Hein. C'est juste une espèce de corrélation entre le monde du connu et la partie plus organique des surdoués. Ce que j'explique aussi, c'est que la danse, c'est un truc organique, c'est pas que un machin de cerveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui est surnormal, surperformant à plus 130 de QI, c'est un système cognitif. C'est juste la surefficience. Un surdoué, il est surdoué H24 avec la famille, avec les amis, c'est organique, c'est dans le ventre, le cœur, c'est les cellules. Donc, le rapport au monde, il est pas le même, homme ou femme. Et la partie organique, ça touche plus les femmes avec tout le système hormonal qui va faire qu'elles vont se faire aussi attaquer. Dans leur variabilité émotionnelle, par exemple, ce que m'avait dit quelqu'un que je reprends maintenant, c'est qu'il ne faut pas passer un test en période prémenstruelle parce que ça fout le bordel, par exemple. Et je suis d'accord. Et pas que sur le test. Les hommes n'ont pas ce sujet-là. Maintenant, sur ce qui dérange, j'explique un peu en urgence pour les femmes pourquoi elles vont déranger les hommes et pas forcément de la faute des hommes. C'est-à-dire même des hommes de bonne volonté et gentils. C'est-à-dire qu'une femme HPI, elle rentre dans l'intimité de l'homme. Elle s'en rend pas compte. Sauf que l'homme, il s'en rend compte. L'homme neurotypique, il a l'expérience des femmes neurotypiques avec tous les vents de sexualisation, de séduction, enfin tout le bazar habituel des interactions sociales neurotypiques genrées. Donc l'homme, il a les codes, implicites, explicites. Avec les femmes, tout ça étant générique, hein, je ne fais pas de racisme, je parle de typologie de population et de fonctionnement, de dysfonctionnement et de bizarrerie et d'incompréhension sur le sujet. Une femme atypique, elle fonctionne comme un homme, direct, carré, dense, intense. Elle rentre dans l'énergie et dans l'intimité de l'homme. Et ben l'homme, il a les papillons qui décollent et il dit je suis en train de me faire draguer. Alors que pas du tout. Et il a des circonstances atténuantes, c'est qu'il n'a pas l'expérience de ça, il n'a pas l'école, il ne comprend pas. Donc, dans son référentiel, rentrer comme ça dans son intimité sans prévenir, avec une espèce de densité-intensité, c'est elle s'intéresse à moi, donc ça peut aller plus loin. Donc, il faut tout de suite arrêter les vols de papillons. C'est ce qui fait que certaines femmes, par exemple,
Quand elles sont toutes seules, elles se font rejeter par leurs copines en couple. Elles se retrouvent toutes seules, elles se font rejeter, elles ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, je leur dis, mais ce que voient vos amis, c'est pas le fait que vous fonctionnez différemment, c'est qu'en plus, elles voient la manière dont leur mari bouge les oreilles. Et elles se disent, si elle est capable de faire ça, danger. Ben, en fait, c'est ça. Alors, il y a aussi ce problème avec les femmes. Mais tiens, ben oui, parce que ça crée de la jalousie, de la compétition, de la méchanceté, du standard, du danger, soit en entreprise parfois, mais dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Donc, toutes les femmes HPI n'ont pas ça, mais beaucoup. Elles se disent, mais c'est pas mon intention, ce à quoi je réponds, ton intention, on s'en fout. C'est l'effet qu'on produit qui compte, c'est pas l'intention. Et on peut toujours expliquer ce qu'on veut, c'est l'effet qu'on produit. Et en mode reptilien organique, les femmes, c'est générique, elles vont voir ça, un espèce de produit hybride qui fait de bruit bizarre avec des énergies masculines. Ça rentre pas dans la boîte. Et en plus, qui peut faire tourner la tête des hommes, qui est curieuse, qui pose des questions intelligentes, et c'est pas les mêmes. Donc, il n'interagit pas de la même manière en termes d'énergie, en termes de questions, en termes d'attractabilité. Pour les femmes qui s'expriment, beaucoup décident de se taire. Il y en a certaines, elles mettent des lunettes fumées pour plus qu'on voit leurs yeux et pour moins se faire repérer, par exemple. Exactement. C'est vrai, hein. C'est toujours aussi passionnant. Non, mais tu l'as déjà dit, mais j'adore. Les sensations fortes aussi, par exemple. Il y a souvent ça qui ressort. Les sensations fortes qui sont naturelles pour un homme, mais on n'attend pas forcément chez une femme. Donc tout ça, ça fait partie. Alors ça, c'est une caractéristique HPI que j'ai découvert. Parce que moi, mais avec mes traits autistiques, j'aime pas les sensations, les émotions. Et en fait, des femmes, alors ça aussi, c'est des parties qui sont tues parce que c'est difficile à expliciter, exprimer, voire à justifier, qui vont se mettre en danger pour vibrer, pour avoir l'impression d'exister et qui peuvent se mettre en danger, y compris de manière lucide, pour vivre des choses, pour expérimenter des choses, pour voir des limites, pour avoir des sensations fortes par rapport à des événements, par rapport à des compagnons. J'ai expliqué une fois à une jeune fille, 35 ans, elle me dit, je vais aller avec ce mec, c'est un tordu, c'est un pervers, je vais apprendre des choses, puis après, je vais me barrer. 35 ans. Tu vois ? Alors elle, c'était une fusée, mais j'ai vu des choses un peu comme ça, de femmes HPI qui se mettent en danger de manière indéfendable, objectivement avec un regard social. Et en fait, à l'intérieur, c'est ça. C'est une espèce de quête de vibration, de compréhension. Mais la compréhension, et je pense que c'est plus pour les femmes que pour les hommes, c'est qu'elles se mettent à l'épreuve de leur carcasse. Alors, quand tu parles de celle qui dit « je vais me tester avec un pervers narcissique », par exemple, mais celles qui ne s'en rendent pas compte parce que ça tombe bien, on peut parler aussi de ça, elles sont plus exposées. Ça, c'est un gros paradoxe chez pas mal de femmes HP. Elles sont plus exposées aux manipulateurs. Enfin, elles sont… oui, elles sont dans une forme de déni, mais et justement, elles vont se faire choper justement parce qu'elles ne voient pas ça. Elles pensent qu'elles sont fortes et elles ne voient pas leurs angles morts. Bien sûr, il faut les prévenir. Et elles se font choper en très peu de temps, parce que c'est tout un spectre, la manipulation, la perversion, c'est pas monochrome. Et puis les vrais, ils attendent. Ils peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Et tu parles de vraie naïveté et de fausse naïveté. Ouais. C'est-à-dire que, parce que ça, c'était une surprise quand j'ai démarré sur une femme surdouée, c'est la naïveté de certaines femmes que j'ai appelées, mais par provocation, c'est-à-dire je les provoque comme ça, je suis sûr qu'elles vont me répondre, elles vont me renvoyer les balles, c'est naïveté, bisounours, candeur. Ouais. Donc, j'ai dit maintenant, défendez-moi ça. Donc, depuis 7 ans, forcément, c'était un jeu vraiment intéressant. Et en fait, j'ai découvert plusieurs choses. Certaines qui me disent, mais attends, on n'est pas dupe quand même, mais comment tu veux qu'on se lève le matin ? Et puis d'autres qui me disent, je ne sais pas si je vais retrouver cette photo. Un truc magnifique, je reprends, je suis toujours en train de réactualiser mes formations. Je fais semblant d'être stupide pour ne pas être ennuyé par ceux qui font semblant d'être intelligents. Tu te rends compte comme c'est beau.
Ouais. Et ben, ça, c'est de l'intelligence. Ou des femmes qui me disent, mais je fais la petite, je fais la blonde, et puis je vais bien voir comment l'autre va bouger. Donc, si tu veux, il y a une espèce d'entre-deux où les femmes ont plus de nécessité de se protéger par rapport au monde, ce que n'ont pas globalement les hommes. Il y a une espèce de forme d'intelligence où la naïveté, elle participe à la fois du besoin, de la nécessité de voir un monde magnifique et merveilleux, avec une vraie naïveté, c'est de ne pas voir les effets, et une fausse naïveté, c'est de ne pas être dupe à l'insu de leur plein gré. Mais ça participe quand même au faux self. Non, ça participe au vrai self si c'est un choix. De paraître stupide? Oui, c'est une stratégie. Le vrai self, c'est que tu décides d'arbitrer. Alors, on peut aller sur tout ce qui est la théorie de Laborie ou l'assertivité. Quand tu n'as pas affirmation de soi, tu as fuite, passivité, inhibition de l'action, la peinte pour les femmes, soit manipulation, soit agressivité. Oui. Ça, c'est de la manipulation. Bah, justement, les manipulateurs, si tu peux juste expliquer pourquoi elles sont plus vulnérables, justement. Les femmes? Oui. Bah, toutes, hein, sur deux pas. Parce que on est dans un monde de sauvagerie où beaucoup d'hommes se comportent de manière tout à fait pourrie. Moi, ça fait 35 ans que j'ai des femmes à se défendre. Alors, je l'ai fait ici, mais je l'ai fait en Afrique, je l'ai fait en Guyane française, où j'ai travaillé 10 ans. Je te promets que là-bas, c'est beaucoup plus ostentatoire. Hein. Oui, mais il y a un côté implicite et non dit. Tu parlais des codes. Je veux dire, le fait de ne pas avoir forcément les codes implicites, explicites ou moins, est-ce que ce n'est pas aussi dans l'implicite et les sous-entendus que se cache la manipulation? Alors, ne pas avoir les codes, on va l'avoir sur HPI, c'est renforcé pour le TSA, pour l'autisme. Et un certain nombre de femmes, plus d'hommes, ne sont pas détectés sur le TSA, sur l'autisme et l'autisme Asperger. Moi, j'en accompagne régulièrement, ou j'en détecte, et puis après, je les renvoie vers les professionnels. Et dans ce cas-là, tu ne vois pas les implicites. Tu ne vois pas les codes. Par exemple, à une femme Asperger, tu lui dis viens à la maison, j'ai des estampes japonaises, elle pense estampes japonaises. Oui. Oui. Et justement, les femmes, enfin, on parle ça et c'est bien qu'on en parle de plus en plus, mais elles sont encore plus vulnérables. Enfin, c'est encore pire pour les femmes avec TSA. Oui. Eh oui. Ben oui, parce que ça rentre, si tu veux, dans l'espèce de plasticité sociale, les attendus d'une posture. Alors tout ça, ça change avec les nouvelles générations. Ouais. J'avais eu un article, c'est dans Parlons RH, en 2015, je crois, sur la proximité du fonctionnement des surdoués et des générations Z. Et les filles des nouvelles générations sont beaucoup plus masculines, même hors surdouées. Beaucoup plus organiques, cash, direct. Et est-ce que parallèlement, les hommes assument un peu plus aussi leur côté peut-être sensible? Parce que là, on n'est pas là pour parler de ça, mais les Il y a hommes une dominante sensibles, masculine chez les femmes, une dominante féminine chez les hommes. Sauf que ça dérange personne. Ça peut en déranger, mais ce n'est pas le sujet, puisqu'on s'est occupé d'eux pendant des millénaires. Donc, j'avoue que le sujet étant la femme ce soir, on va rester dessus. Oui, mais l'homme fait partie du sujet de la femme. Je ne peux pas ignorer la complétude. Mais si tu veux, dans le monde social, qu'un homme soit plus féminin et tout, ça va être plutôt bien vu. La femme, qu'elle soit plus masculine, ça va créer des difficultés dans ses rapports avec les interactions avec les femmes. C'est générique, mais j'aime pas les trucs tout faits, mais je raconte des trucs un peu tout faits et génériques, donc il faut aussi les contextualiser sur les interactions et avec les hommes en termes de proie, prédation et de trophée. Par exemple, il est fréquent que des hommes coupent la relation parce que la femme a été testée positif. Okay. Oui, souvent. Mais ça, on en entend beaucoup. Ah bah oui. Ou dans le boulot, oui. Ouais. Ou des femmes qui cachent le résultat de leur test à leur conjoint. Oui, ouais. Parce que l'homme change de position. Donc, du coup, ça tombe bien en couple, parce que là, je sais qu'il y a des questions, mais sur le couple, parce qu'on demande souvent, tu sais, dans ce fameux consensus, c'est est-ce que pour toi, et là, tu te réponds, il vaut mieux être, par exemple, une femme HP, tu aurais des conseils à lui donner en couple par rapport à… Alors, je vais essayer d'être prudent.
J'aime pas les réponses toutes faites. Je fais des réponses par certains moments, leur porte-pièce, et j'aime pas ça, mais je sais pas descendre plus bas, ça dépend du contexte. Ça, c'est des choses que j'ai depuis 15 ans dans les conférences. J'ai des exemples que ça marche dans tous les sens ou pas. C'est-à-dire un couple hybride, un surdoué, un pas surdoué, ça peut marcher s'il y a de la bonne volonté et de l'intelligence. La question est, est-ce que c'est l'homme qui est surdoué ou est-ce que c'est la femme qui est surdouée? C'est plus compliqué si c'est la femme qui est surdouée que si c'est l'homme qui est surdoué dans les couples. Et dans les couples, ce que j'explique aussi, c'est que si pour la femme surdouée, l'homme est en mode compétition, jalousie, il n'y a aucune chance. Ça ne fera qu'empirer. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la même situation, qui est beaucoup moins connue, THPI, HPI. C'est un couple hybride. Oui. C'est pas garanti que ça marche à tous les voyages, surtout si c'est la femme THPI. J'ai des témoignages. C'est-à-dire que l'homme qui a l'habitude de contrôler un peu, de manipuler, là, il a une femme qui lui mange la tête. Ça peut poser des problèmes dans des couples ou ça peut poser des problèmes en situation professionnelle, et j'en ai vu plein, des surdoués qui embauchent des femmes THPI parce qu'elles sont très intelligentes et qui les débauchent pour la même raison, parce qu'elles le sont trop. C'est ça, mais ça marche pour tout. Comme tu disais, elles ont la lumière, et une fois qu'ils arrivent, soit ils sont complexés, soit ils sont en compétition, soit... Et puis, il y a des couples qui marchent. Donc, je continue sur ce qui peut ne pas marcher, c'est des couples surdoués. Mais en fait, si ça ne marche pas, ça ne tient pas de la douance, ça tient de l'histoire familiale et des projections familiales et des ombres, je veux dire un peu comme pour tout le monde. Et comme en plus, on est hypersensible, hypersusceptible, tout ça est exacerbé et ça prend feu. Mais ça ne tient pas de la douance. La douance, elle rajoute du feu au feu. Ça tient des histoires personnelles et familiales. Et puis, il y a des couples qui marchent, surdoués ou pas, parce qu'il n'y a pas de compétition, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui est THPI et qui me dit, mais ma femme, elle est neurotypique, elle est gentille, elle me soutient, elle est compréhensive, elle veut mon bien, on s'aime, ça roule. Et ils ont des enfants qui ont 14, 16, 20. J'ai vu la même chose, une femme HPI, un mari qui n'est pas en compétition, qui est gentil, qui respecte l'isolement, la solitude, les bizarreries, les mouvements émotionnels. Et voilà. S'il n'y a pas d'ego, en fait, si tu veux, l'enjeu, c'est l'ego. Bien sûr. C'est l'ego et aussi une question d'estime quand la femme, par exemple, se pose des questions sur elle ou, tu vois, ne se comprend pas elle-même. Ça sert ce qu'on fait là ou ce que vous faites, ou tout ce qui se développe, c'est donner de l'information. L'information, c'est pour se libérer. Ce que j'explique, mais ça fait que 2 ans, parce que j'ai plein de trucs qui m'arrivent. Comme ça, souvent la nuit, mon cerveau me fout des trucs dans la tête. C'est que la danse n'est pas un sujet psychologique. On n'est pas malade. C'est un sujet anthropologique. Nous sommes des expatriés dans un monde étranger. C'est une question de culture. Si on a les codes, ça va. Ce n'est pas de la maladie, ce qu'a dit Dabrowski, psychiatre, psychologue, THPI. Son bouquin, c'est... La théorie de la désintégration positive. Oui, mais il en a un deuxième sur la formation de la personnalité qui est beaucoup plus psy, qui est édité chez Pilule Rouge. Les surdoués n'ont pas besoin de thérapie parce qu'ils ne sont pas malades. Ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants. Mais on ne remplace pas l'information comme une alternative à la thérapie n'est pas une alternative à l'information, donc il faut donner de l'information. Évidemment, comme tout le monde, au-delà de tout ça, on peut avoir besoin de thérapie, de psy, et évidemment, mais pas pour remplacer l'information, pour aider la personne parce qu'elle en a besoin. C'est pour ça que quand on donne de l'information, il y a une armée souvent de personnes qui viennent, enfin les médias aussi, donner de l'information qui n'est pas forcément fiable. Ben, c'est du boulgui-boulga, c'est de la confusion, c'est tout le monde va répéter un peu ce que répète tout le monde. Ouais. Il y a un moment donné, on tourne en rond, quoi. Oui, complètement. Alors, pour continuer sur les caractéristiques qui peuvent concerner les femmes qui nous regardent, là, on parle beaucoup en ce moment du syndrome de l'imposteur chez les femmes, HPI, THPI, enfin. Donc, le perfectionnisme, ça s'explique aussi par le conditionnement, les attendus. Alors, ça, on l'a aussi chez les hommes, si tu veux.
Le syndrome de l'imposteur, on va l'avoir plus particulièrement chez les femmes pour tout ce qu'on a vu de faux self, de plasticité sociale et d'acceptabilité. Et comme je dis parfois, c'est quand même un paradoxe de se sentir imposteur dans un monde d'imposture. Parce que si on regarde un peu le monde, quand même, c'est une imposture. Mais une fois que j'ai dit ça, cette notion d'imposteur, c'est qu'on ne se comprend pas bien. Mais pour autant, pour un surdoué, il y a toujours une partie qui n'a pas de doute, qui lâche rien, tout le temps. Toute petite, comme je dis parfois, dans le placard à balai sous la serpillière, elle est toujours là. Donc, dans la notion d'imposture ou d'imposteur, en fait, quand les personnes me disent ça, je vais chercher l'autre partie. Je dis, bon, d'accord, il y a une partie qui pense ça chez vous. OK, je sais, comme d'habitude. Maintenant, est-ce qu'on peut aller voir l'autre qui n'a pas de doute? Eh bien, l'autre qui n'a pas de doute, si on l'appelle, elle vient. Il faut aller la chercher. Hein. Donc, il faut considérer qu'elle existe. Mais bien sûr qu'elle existe. Donc, l'imposture, c'est au regard de quoi? C'est au regard de la représentation collective qu'on a des surdoués qui est relayée par les journaux, mais pas que ici, dans le monde entier. C'est-à-dire la caricature, le blond hein, de Gad Elmaleh, comme je dis parfois, c'est celui qui a plus de 130, qui n'a pas d'emmerde, qui est dans un continuum neurotypique. Alors certains sont aussi des surdoués. Donc les surdoués vont dire je suis pas bon en maths, mais moi non plus je suis pas bon en maths, mais j'ai accompagné des polytechniciens et on faisait pas de compétition là-dessus. Je suis pas bon en maths, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai pour les femmes des problèmes visio-spatiales, je paume ma voiture dans les parkings, mais comme une bonne majorité des femmes, et qui vont dire si je fais ça, je suis pas surdoué, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est pas de faire des. Donc il y a une espèce de caricature où on vend un cliché, mais ce cliché, pour beaucoup, ce sont des neurotypiques. C'est pas ça un surdoué. Certains surdoués, c'est ça. Ça, c'est du HQI. Et ben dans le HQI, il y a des surdoués et des non surdoués. On n'explique pas ce que sont les surdoués dans tout leur spectre, mais c'est pas réductible à ce profil de personnalité qui saute des classes, qu'on n'a rien à foutre, que tout le monde aime bien. Il a plutôt un ego qui fonctionne bien. C'est celui qui s'en sort le mieux. C'est ce qu'on va avoir dans beaucoup d'études qui disent qu'il n'y a pas de décalage, il va très bien, il ne fait pas de dépression, il ne fait pas de suicide, tout va bien pour lui. Ben évidemment, il n'est pas surdoué, il est neurotypique. Mais HQI, il est surperformant. Bah, tiens, évidemment. C'est l'implicite de la croyance collective. Il faut déconstruire tout ça. Bah, si les gens veulent déconstruire, parce que tu vois, on est en train de courir après justement cette information. Ben, enfin, la majorité des articles parlent de ça, les scientifiques parlent de ça, les gens dont le job tourne autour du QI parlent de ça, mais comment moi j'attaque le test et le QI, mais je suis pas le seul, hein. Il y avait c'est Lyoté, un psy qui en a parlé de déconstruire le QI. Il y a eu dans l'Anaïde, qui est une revue scientifique de chercheurs médicaux, sociologues, qui vient questionner le QI. On n'a que ça et on me dit, mais si on enlève le QI, on a quoi? Bah, je dis, ouais, bah, d'accord. Et alors? C'est pas parce que c'est imparfait qu'on va maltraiter des gens. On ne s'adresse pas à des boîtes de conserve, on s'adresse à des gens. Exactement. C'est ça. Tu vois, le problème, c'est, moi j'ai des gens, mais j'ai 200 tests de QI, les gens m'envoient leurs tests de QI. Quand je critique les tests et le QI, je te garantis que j'ai des matériaux. Hein. Donc je dis pas tout ce que je pense. Mais je vois des tests et des trucs qui sont écrits dans des bilans, des psys, des restitutions qui disent, mais attends, oh mon pauvre, t'as 129, à un point près, t'étais surdoué, tu vois, t'as le mur du son, t'as un truc qui se passe dans la nuit entre 129 et 130. Mais je te promets. Alors qu'en plus, il y a une marge d'erreur de 5%, de 5 points. Je voulais revenir peut-être un peu sur le syndrome d'imposteur. Oui. Tu n'as pas l'impression aussi que chez les femmes, le syndrome d'imposteur est une question de domination masculine très tôt dans l'enfance, en fait, qui est renforcée par l'école. Comme tu le disais, hein, les garçons sont toujours plus favorisés, donc il y a un syndrome d'imposteur qui s'installe très tôt. Et est-ce que la femme à haut potentiel n'aurait pas tendance à vivre une intensité plus grande de ce sentiment d'imposture, en fait, à cause de sa lucidité et sa compréhension? Ça dépend de l'environnement d'éducation. Ça dépend comment les parents les ont éduqués, les ont libérés,
les ont protégés et leur ont parlé. C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu pour les enfants aujourd'hui, par ricochet pour les parents, pour corriger ça. C'est un risque, mais c'est pas obligé. Et comment se défaire un peu de cette sensation d'imposture qui est très, très ancrée chez les HPI et encore plus chez les femmes, parce qu'une femme, par exemple, qui veut devenir entrepreneur, elle a de plus grandes difficultés, elle va mettre plus de temps à démarrer son entreprise qu'un homme à cause notamment de la possibilité d'échouer qui est donnée aux hommes. Et Ça dépend. Ça dépend. Enfin, moi, je vois un certain nombre de femmes, une fois qu'elles me disent, parce qu'en général, je vais les chercher là-dessus, que, OK, elles soient surdouées, mais ça libère un champ de possible. Il y a toujours un peu de doute, mais ça devrait être une banalité. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on devrait prendre le moins de temps. L'enjeu, quelqu'un qui est surdoué, il y a une partie d'elle qui le sait. Le sujet, c'est je fais quoi avec le machin. Ça, c'est l'enjeu. Je fais quoi avec le machin? Il faut passer le plus rapidement possible. La personne sait qu'elle est surdouée, qu'elle est atypique. On va enlever surdouée, ça dérange. Mais si on dit atypique, bizarre, décalé, elle comprend pas les codes, les gens sont lents, ils sont mous, ils l'emmerdent, elle s'emmerde avec plein de trucs, elle en a marre, elle a pas de patience. Si tu veux, tu vois, tu fais pas de débat. Tu dis ça à quelqu'un, il dit oui, ça va, j'achète. Moi, je dis, ben, maintenant, comment on avance avec ça? C'est d'aller sur du réel. Il y a des mots qui dérangent. Et puis je dis à la personne, vous appelez ça comme vous voulez. On s'en fout. En attendant, vous l'avez. C'est-à-dire retrouver des marges de manœuvre, des points d'ancrage et de faire avec. Il ne s'agit pas d'aller dégommer les neurotypies. Moi, je distingue les choses, je ne les oppose pas, mais il ne faut pas quand même être ignorant des décalages et des enjeux. C'est pour ça que je fais une journée depuis longtemps. C'est une des premières, j'appelle survivre en milieu hostile. Je connais ce monde-là par cœur. Ça fait 35 ans que je passe ma vie dans les organisations, les CODIR, les transformations, les réorgs. Mais je peux aussi les défendre. Hein. J'ai défendu et je fais du coaching depuis 35 ans avec des gens qui ne sont pas forcément surdoués. Par contre, dans les organisations, les endroits confinés et mis en tension, c'est sûr que les femmes, c'est plus compliqué. Mais si on leur donne de la ressource, de la force, de l'ancrage, de l'énergie, mais j'en vois plein qui décollent. Mais je pense qu'elles ont besoin plus d'aide bienveillante, mais c'est vraiment pas perdre de temps, c'est pas une question de temps, c'est une question de soutien, d'étayage. Et je parle pas de thérapie. Et s'il y a besoin de thérapie, c'est bien, mais dans ce cas-là, c'est circonscrit par rapport à un truc du passé. La douance, c'est pas un truc du passé, c'est trouver des ressources pour décoller. Et avoir la légitimité. Tu as des personnes qui repassent un diplôme et qui s'autorisent, mais il y a quelque chose de ça. Tu viens de dire le mot qui s'autorise. Oui, bien sûr. Il faut qu'elles s'autorisent quand le monde ne les autorise pas forcément. Moi, je leur fais des attestations pour ceux qui me le demandent quand je fais mes bilans. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais surtout, je vais leur expliquer ce que je pense, moi, n'est pas vraiment intéressant. Mais ce qui est important, c'est ce que les gens pensent d'eux. Encore faut-il qu'ils soient objectifs avec eux-mêmes, ce qui est très compliqué quelquefois. Il faut les aider parfois. Bien sûr, oui. Mais en donnant des choses tangibles dans le vivant, pas des concepts. Les concepts se discutent. Ce n'est pas suffisant. Pour continuer, parce que le temps passe très vite. Il y a des sujets au travail. Bon, au travail, on t'en a parlé. De toute façon, tout se recoupe au niveau de la norme, au niveau de ce qu'elle renvoie. Donc, Franck t'a demandé les conseils. Mais au travail, on est d'accord, c'est une question de compréhension. Si elles prennent leur place, elles vont tout démonter. Elles ont une vision globale, elles ont une vision stratégique, elles ont plein de choses à apporter. Il faut qu'elles prennent leur place, il faut qu'on comprenne comment elles peuvent déranger selon leur nature, d'une femme surdouée à l'autre. Trouver les codes interactionnels selon les organisations. Tu as des organisations, mais là on est plutôt en psychosociologie, tu as des organisations qui prennent plus en compte le genre que d'autres. Tu vois, si tu es dans des startups, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, ou des vieilles boîtes de vieilles cultures avec des vieux comportements. Et puis, ça dépend aussi comment tu es ciblé. C'est-à-dire que pour le monde neurotypique, les personnes ne comptent pas, c'est les codes qui comptent.
Donc, si tu as des galons, tu racontes les conneries que tu veux. Si tu n'as pas de galons, tu te tais. Ce n'est pas lié à l'intelligence. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai vu des femmes surdouées, même THPI, qui ont un bac plus 2. C'est quel gâchis. Et elles prennent la mesure du décalage. Donc, le fait de leur donner de l'information, c'est peut-être reconsidérer qu'elles peuvent faire des études parce que leur cerveau est équipé. Par contre, faire des études, il faut savoir que les formations sont des formations pour neurotypiques, faire de manière neurotypique, où on va s'ennuyer et où on va s'énerver, très souvent, y compris des formations de thérapeute ou de psy ou de coach ou ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a ça, on peut décider. Il y a des femmes qui décident, elles sont dans un environnement qui ne vient pas trop les emmerder, et en fait, leur vie, elle est à l'extérieur. Et elles vont créer une association, elles sont présidentes d'associations, elles font d'autres trucs. Ça dépend du contexte. Ce qui est important, en tout cas, c'est la lucidité, d'avoir les mains sur le volant et de prendre le gouvernement de sa vie. Et pas déléguer ça. Non, ne pas le déléguer et le conscientiser vraiment. Je vais te poser une question sur quelque chose qui revient souvent, moi, qui n'était pas forcément dans ce que je voulais qu'on aborde, mais on parle les femmes ont le droit de laisser aller leurs émotions dans la construction. Il y a des gens qui parlent beaucoup de HPE, d'accord, hypersensibilité. Je voulais juste ton avis sur ça. La femme surdouée, on entend beaucoup de l'hypersensibilité, c'est un leurre chez les rats de laboratoire, d'accord, pour revenir toujours aux études qui sont faites. T'en penses quoi, toi, du HPE? Moi, je n'utilise jamais HPE, ni hypersensibilité, parce que pour moi, surdoué hypersensible, c'est un pléonasme. Que HPE, c'est 30% de la population. Mais il y a des gens qui vont dire peut-être c'est pas vrai, mais un HQI qui a plus de 130 n'est pas forcément hypersensible, mais il se trouve que c'est pas un surdoué, mais il a plus de 130 de QI, il n'est pas hypersensible. Ok. Donc pour toi, c'est voilà. Ok. Donc l'hypersensibilité, c'est sur les surdoués. Les femmes vont être beaucoup plus extériorisées parce que les émotions leur met un peu le bazar tous les mois. Les hommes vont être plus confinés, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, elle est plus intériorisée, ils peuvent se murer, et puis tu as des hommes surdoués ou THPI, tant qu'ils peuvent manipuler tout ce qui bouge, ils n'ont pas envie d'entendre parler du sujet, mais ils ne sont pas dupes. Ils ne veulent pas qu'on leur casse leurs jouets, par exemple. C'est plus rare chez les femmes d'avoir ce genre de comportement. Ok, super, merci. Parce que c'est un peu, c'est ce qu'on pense, mais c'est toujours pareil, on fait attention à ce qu'on avance. Mais pour nous aussi, c'est un pléonasme. Mais je suis d'accord, la notion de surdoué. Moi, je parle jamais, je vais pas là-dedans. C'est pas. Moi, je peux pas. Moi, j'aime les trucs carrés, la précision, et ramener de l'ordre la précision. Hypersensible, c'est 30% de la population de gens hypersensibles, de gens neurodroitiers avec des qualités de créativité, d'émotion, on va dire à la louche 30%. Puis l'hypersensibilité, depuis les 2 ans qu'on vient de passer, les gens sont même à cran en termes d'hypersensibilité. Et HQE, moi, je sais pas faire. Je vois pas. On est sur un autre terrain, donc on quitte le terrain de la douance. Évidemment que ça croise la douance, mais je suis pas compétent. Non, mais c'est bien parce qu'il y avait des questions, je sais, sur ça, donc je voulais qu'ils soient abordés. Alors, il y a quelque chose, oui, la mère, je voulais juste, si tu, parce qu'il y a une particularité, comme il y a des mères aussi, là, sur, voilà, une mère HPI, ou THPI, comme tu disais, il y en a, ils ne veulent pas avoir d'enfants, mais celles qui en ont, est-ce qu'elles ont une caractéristique? Les mères HPI, ça dépend comment elles ont vécu le fait d'avoir des enfants. Certaines femmes m'ont dit, en fait, j'ai eu des enfants, mais j'en voulais pas. Oui. J'en ai eu par pression de toute nature. Après, je vais avoir du mal à caractériser la mère HPI. Ça dépend de la femme qu'elle a été, de l'enfant qu'elle a été, de ce qu'elle va reproduire ou pas, du système éducationnel de ses parents. Ça dépend du mari ou du conjoint. Ouais. Donc, tu vois, dans l'équation, moi, j'aime pas les trucs tout faits. Ce qu'elles vont avoir tendance, si je peux quand même mettre des trucs, elle peut avoir tendance, que j'ai vu sur un certain nombre de femmes, il y a tellement de paramètres à gérer et de charges émotionnelles et des enfants qu'elles vont se sacrifier, qu'elles vont éteindre leur douance.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il reste une petite lumière, hein, comme la télé, quand on l'éteint. Moi, j'arrive à avoir la petite lumière, mais il m'est arrivé où ça prend du temps. Ça prend du temps, tellement la personne a complètement masqué, lissé sa douance. C'était ça, Et c'était plus charge mentale et tu vois, capacité à. parce que c'est trop compliqué de gérer le boulot, la famille, le couple, les enfants qui mettent le feu. Et là, on est sur des couples où il y a les deux parents, mais tu as beaucoup de femmes qui sont toutes seules. Alors là, c'est rock'n'roll avec les enfants. Les femmes, surtout, ça me fait penser quand on accompagne les enfants, évidemment, ça rejaillit sur les parents. Et souvent, les mères qui viennent présenter les enfants en demandant des accompagnements, du coaching, quand on parle d'une hérédité possible du HPI, elles disent ah ben, ça doit être le père. Comme d'habitude, ouais, en général, ouais. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que c'est ce que tu dis? C'est la charge mentale? C'est une façon de se Non, non, ça, c'est un truc extrêmement fréquent. Si on détecte la douance chez un enfant, la première réaction de la majorité des femmes, c'est de dire ça vient du père. Donc, ça va avec tout le reste. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles soient dupes et qu'elles n'ignorent pas que ça puisse les concerner. Tu vois, il y a aussi un sujet d'affichage. Donc, il peut y avoir plein de raisons. C'est-à-dire, une fois que c'est dit, il peut y avoir plein de raisons derrière qui répondent à ça. Mais si la maman, elle vient participer au débriefing de l'enfant, surtout si c'est une fille, et qu'elle entend tout, elle entend la fille de la fille plus la fille de l'enfant, la fille qu'elle a été elle, et alors dans ce cas-là, c'est les cellules qui parlent. Il n'y a pas de doute. Et quand la mère a que des garçons, là, elle se dit, ça doit être le père. Je parle, c'est du vécu. Oui, oui, bah c'est plus facile parce qu'il y a plus de corrélation du fonctionnement masculin, plus austère, plus lisible sur les garçons. Tu as une espèce d'implicite, invisible, qui est pas juste, mais d'automatisme, si tu veux, de renvoyer les filles à la mère et les garçons au père. Surtout si la mère est nulle en maths, en plus. Bah ouais, mais ça alors que ça n'a rien à voir, tu vois, dans les clichés. Ouais, Les complètement. clichés détruisent le sujet sur les maths. Mais moi, je suis vraiment nul en maths, mais je suis passionné par les sciences. Mais c'est pas les maths dans ce cas-là, c'est de la topologie, de la géométrie, l'histoire des sciences. Et on peut s'intéresser à ça et en étant nul en maths. Et ça n'a rien à voir avec l'annonce. Tout ça, c'est du QI. On est sur du QI, on est sur du logico-mathématique, on est sur du cliché. Et ben, il y a des clichés, ils peuvent avoir plus de 130 et à mon avis même plus de 140. Ils sont pas surdoués, ils sont neurotypiques. C'est-à-dire qu'ils sont HQI. Tu vois, ils viennent au bureau de 7h à 19h, ils sont HQI, ils rentrent à la maison, ils sont normaux. Et ils ont des discussions normales. Ils n'ont pas les caractéristiques de surdoué. Surdoué, HPI, il est partout, tout le temps, en décalage, à pas comprendre, à pas mesurer, être trop, pas assez. Tu vois, c'est pas dans un silo, c'est pas une compétence cognitive, c'est un rapport au monde organique. Mais tout est là. Par contre, dans le rapport au monde, il y a quelque chose dont on va parler où, évidemment, on va sur un terrain glissant, mais moi, je trouve ça passionnant et je l'ai remarqué aussi, je suis concernée, je connais plein de femmes qui sont concernées, c'est au domaine de la santé. Parce que ça touche quand même bien les femmes. On parlait de thyroïde, on parlait d'endométriose. Oui. Alors, je fais gaffe. Moi, j'ai étudié la médecine depuis 15 ans, mais je veux pas être attaqué pour pratique illégale de la médecine. Ah oui, ça va être publié, donc je fais gaffe. On fait un constat, je veux dire, je vais prendre le risque pour toi. J'ai constaté non, mais que… je travaille avec des médecins. Oui. Donc, voilà ce que me disent les médecins. Okay. Donc, il y a une surreprésentation de thyroïdie, hypo, hyper ou thyroïdie d'Hashimoto, de maladies auto-immunes, maladies rares, et je vois régulièrement des personnes ou maladies orphelines. Une surreprésentation. Pourquoi, comment? Je ne sais pas. De tout ce qui tourne autour du ventre, de la porosité, du microbiote, de la porosité des intestins, endométriose, candidose. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, évidemment, tout ce qui tourne autour des neurotransmetteurs, les émonctoires, le foie, les reins, le dernier émonctoire, c'est la peau. Donc, tout ce qui est système de nettoyage du corps. Mais quand on est une centrale nucléaire, il faut que le corps prenne la charge.
Donc, moi, je travaille avec des médecins. Je pense que je vais pouvoir avancer là-dessus parce que j'ai une amie qui a juste 25 diplômes et dont 2 doctorats et 12 langues. Et là, elle prépare un DU sur maladies auto-immunes et douances. Donc, je pense qu'il y a un bouquin en projet avec elle, évidemment, et sans doute je vais faire une journée là-dessus, plus d'intégration et d'appropriation sur ces sujets-là avec elle. Ça sera d'ici 1 an. Ok, bah, écoute, on attend ça avec impatience. Parce que, par exemple, ce qu'elle me dit, tu vois, pour les surdoués, il n'y a pas qu'une question de génétique et d'épigénétique, c'est qu'ils n'abordent pas l'épigénétique de la même manière. Elle a un doctorat de médecine, un doctorat de sciences, hein, puis aujourd'hui, elle bouffe des bouquins de 1000 pages de mathématiques, comme nous, on lit des BD. Donc, c'est mon conseiller scientifique et médical. Et elle me dit, tu vois, ça approche pas pareil. C'est la question sur comment on appréhende l'épigénétique, de la manière dont le corps se transforme. Moi, j'explique pour THPI, TTHPI, qu'on peut changer l'ADN et qu'on peut intervenir sur l'ADN, sur notre carte mère. Pour HPI, je ne sais pas, mais pour THPI, TTHPI, oui. Le fait d'avoir travaillé, ça m'a pris 1 an pour THPI, TTHPI. En fait, je ramène plein d'informations et de contenus que je n'avais pas vus sur HPI. Donc, on peut modifier sans doute notre métabolisme, ce qui est normalement l'approche holistique de la santé, et on peut générer un processus d'auto-hypnose pour se réparer. Je ne sais pas argumenter ça, hein, ce sont mes observations de ce que je vois d'expérience en milieu médical et des feedbacks que me font les médecins qui travaillent sur ces sujets-là. Vu que on parle de myéline, on parle de génétique, ça me paraît tout à fait logique et possible qu'il y ait un développement de maladies ou de phénomènes qui se traduisent différemment, évidemment. Et de résolution de phénomènes. Je vais demander à Franck s'il y a des questions, parce que je vois l'heure passer. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je suis partie pour la nuit, sinon. Alors, quelques questions sont venues dans le chat, mais tu as déjà répondu sur le haut potentiel émotionnel. L'autre question, quel conseil peux-tu donner à des femmes THPI qui ont été détectées à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à être détecté THPI quand on est déjà au milieu de sa vie? Alors, c'est la même réponse que HPI, vaut mieux savoir que pas savoir. Et THPI, c'est pas comme HPI, c'est-à-dire que c'est encore un monde à part. Alors, c'est encore un monde à part où on a une espèce de cartographie et de langage commun avec HPI. Mais par exemple, je vais dire des choses qui peuvent être désagréables, et c'est ce que vivent les THPI ou les TTHPI, ils peuvent trouver des HPI trop lents. C'est-à-dire que des THPI, mais ils vont se taire en général, et ils vont être en difficulté avec des HPI parce qu'ils peuvent les trouver proches des neurotypiques. Après, selon qu'on est HPI plutôt autour de 130 ou plutôt autour de 140, il y a quand même du décalage. Mais par exemple, il y a des personnes THPI, elles pensent qu'elles ne sont pas surdouées, parce que quand elles se retrouvent avec des HPI, elles sont perdues, elles ne s'y retrouvent pas. Donc elles disent non, je ne suis pas surdouée. Mais je sais, mais tu es plutôt au-dessus. Mais c'est pas au-dessus, ça veut rien dire au-dessus. On ne fait pas de compétition. C'était encore plus décalé, tu es encore plus loin dans l'univers de densité, d'intensité, de rapidité. De scanner les gens, les situations, d'aller vite, d'aller dans plein d'endroits, de ne pas savoir expliquer parce que tout ça est une boîte noire, de se demander, alors plus les femmes que les hommes, si vraiment elles ne sont pas folles, mais je leur dis souvent, mais ni folles ni connes hein, quand même. Mais le THPI amène des éléments de réponse qu'on ne trouve pas intégralement dans HPI. Et il y a vraiment un saut quantique autour de 150, et j'ai retrouvé ça dans des études aux États-Unis. C'est les seules études qui m'ont été utiles sur THPI jusqu'à 40 ans en arrière, avec vraiment des études THPI, TTHPI, c'est au-dessus de 160, même encore au-dessus. Et là, j'ai trouvé des études. Saut quantique, c'est-à-dire qu'il y a une progression arithmétique. Tout ça étant métaphorique, hein, je parle en mode de cap pour essayer de se comprendre. Il y a plus de décalage HPI, THPI que HPI neurotypique.
plus de décalage. Je vais te poser la question parce que je t'ai déjà entendu évoquer ça, que les THPI peuvent se sentir également en décalage. Ah, mais c'est pas ils peuvent, ils se sentent. Ils se sentent. Ça, c'est une donnée importante à apporter également parce qu'il ne suffit pas d'appartenir à la grande famille HPI, THPI. Ah, mais il y a plein de sous-familles. Hein. Qu'avec le neurotypique. Non, ils se sentent, ils culpabilisent. Ou alors ils pleurent. Si on est putain, c'est encore pire, bah oui. Mais c'est pas rédhibitoire, c'est que si tu es lucide du décalage, on peut reconsidérer les choses et apaiser les relations. C'est alors ou HPI ou avec neurotypique, c'était à 2 écarts types. En psychométrie, un écart type, c'est 15. Hein. Donc 130, 145, 145, 160. Bon, là, je reviens sur le QI, mais c'est juste pour avoir une représentation un peu à plat en 2D du sujet, mais bien sûr qu'ils sentent le décalage, bien sûr qu'ils ne comprennent pas, elles. Et les femmes peuvent se sentir plus folles à cause de ça, parce qu'elles ne savent pas expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage, y compris à l'intérieur du HPI? C'est-à-dire, on dirait que ce seuil de 145 de THPI, en fait, c'est encore un seuil ou de compréhension ou d'aptitude. Est-ce que c'est Ouais, et moi j'ai des gens au-dessus de 160, hein, testés ou pas. J'en ai plein de testés, donc bon, ils me demandent que je fasse une journée pour eux, mais là j'ai pas assez d'éléments. Moi j'aime bien être sûr de ce que je raconte. Sinon, je préfère me taire. Mais les TTHPI, ça y est, j'ai perdu Oui, pourquoi le seuil, je sais pas répondre. Moi, je constate, je fais des observations empiriques, je fais des statistiques. Je teste tout ça avec les personnes concernées. Depuis 3 ans, j'ai au moins 4 à 5 journées THPI avec 15 personnes dedans, hein, par an. Quand je parle de THPI, c'est que j'en ai pas vu 2 ou 3. Hein. Et puis, je mets à l'épreuve tout ce que je fais de mes formations, comme tu as vu, Christine. Donc, je conçois avec eux et je mets à l'épreuve de leur fonctionnement interne et on va faire des investigations et ils réagissent. Moi, je vais à l'épreuve du feu. Pourquoi il y a ça? Je ne sais pas répondre. De la même manière, je ne sais pas répondre pourquoi partout où je vais, j'ai été invité par la présidente de Médecins de Singapour, je suis à Hong Kong, au Cambodge, à Bali, à Macao. Pourquoi il y a des surdoués partout sur Terre qui fonctionnent pareil, avec la même cartographie? Je ne sais pas répondre. Ça, je crains de mourir avant d'avoir la réponse, mais il y a quelque chose il y a un invariant culturel avec des fonctionnements. Alors, ça peut être une question anthropologique, ça peut être une question. Une fois, je ne sais plus où j'ai dit ça, et quelqu'un qui m'a dit, Fabrice, c'est une civilisation qui vient du futur. Oh, j'ai dit, c'est beau, hein. Ça coche toutes les cases. Et en plus, les surdoués, ils veulent améliorer les choses, ils veulent aider les gens qui leur ont rien demandé. Tu vois, on est sur un nouveau monde. Hein. Pourquoi on n'a pas eu le mode d'emploi Je sais pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'éducation. Ça s'est développé beaucoup plus aux États-Unis. On a 40 ans de retard. Malheureusement, avec la crise, ça freine aux États-Unis. Les gens qui travaillent avec les gifted n'ont plus les budgets. Donc, il y a un gros coup de patin. Mais si on avait ça à l'école avec la prise en charge aux États-Unis, tu as des gens qui travaillent que là-dessus, dans les écoles, dans les associations. Et en gros, on ne vient pas trop les emmerder non plus. Donc, c'est un processus d'accompagnement. Une autre question qui est sortie ce soir aussi, les femmes HPI risquent-elles de se faire davantage agresser que des femmes non HPI à cause de ce que tu disais là? Ouais, parce qu'elles sont magnétiques, elles ont le feu, elles peuvent être attrayantes. Donc, et si elles ont de l'énergie, les agresseurs, les manipulateurs, alors il peut y avoir plusieurs raisons. Soit ils viennent parce qu'il y a de l'intelligence, ils viennent parce que ça brille, ils viennent parce qu'elles ont plein d'énergie à tous les étages et ça leur chauffe les oreilles, jusqu'au moment où c'est insupportable. Oui, il y a plus de risques. Donc ça requiert d'être beaucoup plus vigilant, bien sûr. Bien sûr, il faut voir quelle est leur part de visibilité ou d'invisibilité. Et les femmes surdouées n'ont pas la même expérience. Il y en a, j'ai vu, qui n'ont pas ce problème-là. Elles ont réussi à, je ne sais pas, enfant, à être en programme un peu normal. Est-ce que, parce que les femmes ont du mal à se penser intelligentes encore,
Je veux dire, pour le test. Ça veut dire quoi, intelligent? Tu Voilà. vois, Oui. mais c'est le triangle dramatique. Oui. Là, on a parlé QI et douance. Et tu as des surdoués très, très cons. Hein. Tu as des gens qui ont plus de 100 ans, mais ils sont bêtes à bouffer du foin. Donc, je parle souvent, c'est Howard Gardner qui a travaillé sur les intelligences multiples, qui dit l'intelligence, c'est ce à quoi une culture accorde de l'importance. Tout ça est subjectif. C'est-à-dire que comme on n'a pas défini l'intelligence, on peut bien la tripoter comme on veut dans tous les sens. Tout le monde se croit intelligent à l'aune de son ego. Tu vois, c'est quoi l'intelligence? Moi, ce que j'ai expliqué, je crois, c'est Nathalie qui était venue me chercher là-dessus. J'ai dit, pour moi, l'intelligence ne peut pas être dissociée de conscience supérieure et de sagesse supérieure. Tu vois, il y a déjà moins de monde. Hein. Non, mais l'intelligence telle que les femmes, enfin, telle que ce qu'on disait, les clichés et les idées reçues. Il faut déconstruire les clichés. Complètement. Ah ben, voilà. Au marteau-piqueur, il faut déconstruire les clichés. Ouais. J'ai des amis, ils ne sont pas surdoués, mais ils sont passionnants. Et je les trouve intelligents dans leur domaine. Donc, tout ça est relatif. J'ai travaillé 10 ans en Guyane française en faisant des allers-retours. Il y a un mec qui rentrait en profonde, en forêt, et revenait au même endroit. Il avait une intelligence topographique. À Paris, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, la notion d'intelligence, elle est très relative, subjective et contextualisée. Tu changes de culture, c'est plus de l'intelligence. Donc, on ne va pas questionner l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, c'est d'être normé et d'être un robot aliéné parmi les robots aliénés, hein, ce qui est plutôt un modèle sociétal, ou c'est de foutre le bordel? Mais on n'est pas obligé de foutre le bordel, mais c'est de ne pas accepter des formes d'aliénation. Est-ce qu'il faut être soumis? Alors, tu vois, dans la douance ou dans l'intelligence, on va dire les gens intelligents, c'est ceux qui s'adaptent, ou pas. Hein. Pour moi, les gens intelligents sont aussi ceux qui ne s'adaptent pas. Qui s'adaptent pour survivre, tu vois, justement. Là, je suis en macro, mais tu vois, de mettre sans réfléchir sur faut s'adapter, non. Non. Parfois, il faut s'adapter, d'autres fois pas, mais on n'est pas obligé de courber les chines. Exactement. Il ne faut pas embrasser les crocodiles. Non, ils te bouffent tout cru. Hein. Moi, j'en ai pris des caïmans à la main. Il y a une question là qui vient d'être écrite, mais je pense qu'on connaît déjà la réponse. Est-ce qu'il est possible d'être un HPI qui se découvre et de se mettre en accord avec ça? On se libère de ses inhibitions. Est-ce qu'il est possible d'être heureux, épanoui et aligné? Oui. Alors, oui, pour la première partie. Après, être heureux, ça dépend de la lucidité, de l'histoire qu'on a vue, mais évidemment, mais ça sert à ça, en fait. De réaligner sa vie, de s'organiser, de s'autoriser, d'envoyer balader les emmerdeurs. Alors après, ça dépend si c'est la famille, hein. On n'a pas toujours les marges de manœuvre, et de s'autoriser, mais bien sûr qu'on peut, mais ça, sinon ça n'a pas de sens. Enfin, mettre un nom pour mettre un nom, on s'en fout. Hein. C'est fait pour mieux vivre sa vie. Et il y avait une deuxième partie à la question, c'est est-ce qu'on peut développer son HPI en THPI? Dans ce cas-là, c'est qu'on était déjà THPI. C'est pas développé. C'est-à-dire que soit on est un HPI qui développe ses capacités cognitives, et très bien. Mais je pense que formuler comme ça, c'est quelqu'un qui est déjà THPI et qui n'a pas développé toutes ses capacités. C'est plutôt le contraire. Donc, on peut être THPI et avoir contraint, ne pas libérer ses aptitudes, ses machins, être confiné en HPI. Mais en fait, si on lâche les chiens, tu vois que ça suit. Il y a des HPI, du coup, qui peuvent aussi libérer leur potentiel et qui se sont... Mais c'est le but. Oui. Il ne s'agit pas, là encore, enfin, il n'y a pas plus d'intérêt à être l'un que l'autre, mais si on est HPI et qu'on trouve des marges de manœuvre, on peut être un HPI libéré sans être forcément THPI. THPI, c'est des problèmes en plus. Hein. Oui. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je n'échange pas du tout de la même manière entre un HPI, un THPI ou un TTHPI, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'acceptabilité sociale pour HPI qui ne l'est pas pour THPI. THPI va être plus tranché où le corps va foutre le bazar. Il est beaucoup plus radical, il va beaucoup plus vite, il se transforme beaucoup plus vite. Donc, il est plus fragile encore. Mais il a d'autres potentialités. Je n'oppose pas les choses. La manière de conduire et l'outillage, la technologie embarquée, pour une part est commune et pour une autre part est différente pour THPI.
Est-ce que tu as des mots-clés pour définir la femme surdouée? Ce serait quoi les mots à retenir? Non, j'ai pas. Pardon. Ça serait un enfermement. J'aime pas les enfermements. Ok. Définir, ça serait enfermé. Ça me fait mal partout. Ou Si alors tu veux. les mots importants comme rapport au monde ou conditionnement, les trucs, tu vois, où il faut Oui, se mais ça, rappeler. c'est pas Ouais, plus les femmes que les hommes. ouais. Je pense que ce dont vont avoir les plus besoin les femmes, c'est de soutien et d'énergie. Hein, Et elles sont capables de beaucoup plus de résilience. hein. Celles qui vont au feu, on enlève les femmes, 80% de la danse, c'est des femmes. Dans le groupe, il y a quoi? 80% de femmes, là. Toute la danse, c'est minimum 80% de femmes. Moi, dans toutes mes formations depuis plus de 10 ans, c'est minimum 80% de femmes. On enlève les femmes qui sont aussi des mères, c'est plus un sujet, tout le monde s'en fout. Il y a C'est aussi, celles qui portent le sujet. il y a aussi le fait que les femmes vont une fois s'intéresser à ce sujet-là, quand les hommes, même testés, peuvent être dans le déni en disant, tu sais, j'ai pas de problème, moi, je ne veux pas entendre parler de ça. C'est des Ça conneries. dépend des hommes, il y en a qui poursuivent, ça dépend, mais soit ils vont dire ok, très bien, je le prends en compte, comme j'en ai eu beaucoup dans mes coachings. Euh, Soit, c'est-à-dire qu'ils ont moins l'expérience de la mise à l'épreuve des émotions, d'exposition et tout ça, ils sont plus sous le contrôle, là où les femmes vont être beaucoup plus courageuses à traverser ce genre d'épreuve. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Nos femmes, Hum. foncez. Lâchez les chiens, foncez. Mais gardez les chiens en laisse quand même. Parce que sinon, ils vont aller plus vite que prévu. J'explique, c'est la partie masculine, j'appelle Nikita. Qu'est-ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps? On m'a donné un autre nom que j'aimais beaucoup. C'est le parti, la partie lionne de la femme quand elle commence à sortir et que plus personne ne la reconnaît. Alors, ça, c'est une ressource, mais il faut lui garder une laisse parce que elles savent bien qu'en général, quand ça sort, c'est trop tard et elle crame tout ce qui bouge. Malgré tout, c'est une ressource, cette énergie-là, mais il faut la ramener de manière contrôlée le plus tôt possible pour se protéger, pour s'exprimer. Il y a tout ce qu'il faut. C'est la mise en musique, c'est pas la même que pour les hommes, et c'est d'autant plus important pour les femmes. Il y a les enfants derrière. Alors, je leur renvoie une responsabilité, hein, Oui, mais elles ont tout ce qu'il faut. Mais leur dire qu'elles se fassent confiance, c'est idiot de dire comme ça, elles le savent déjà. J'aime pas les banalités, ça c'est une banalité. Peut-être que c'est bien de se faire aider, de s'entourer et de se libérer. C'est pas foutre le bordel, c'est retrouver de la confiance en soi, de l'estime de soi et trouver des marges de manœuvre. génial. Merci Fabrice infiniment. Moi, je continuerai toute la nuit, hein, mais il est 21h36. Donc, mais mais c'était un très beau mot de la fin. Je note, je ressortirai, je mettrai cette citation de sage avec ton nom gravé en dessous. Mais non, c'est des bons conseils. C'est pas des injonctions. On entend trop souvent des injonctions. Non, Tu ça vois? c'est pas Non, non. possible. Et puis pas des trucs, des tartes à la crème, c'est pas Mm, possible. mm, Des choses culpabilisantes, elles font ce mm, qu'elles peuvent, hein. mm. Les hommes aussi, mais il y a une espèce de charge. Elles ont plus à traverser, en même temps, elles ont plus de courage, de pugnacité. Même quand ça fait mal, elles y vont quand même. Mais je pense que ça. Mais il y a un vrai sujet à ne pas s'oublier et à considérer que j'ai raison. Des fois, certaines personnes, je leur dis, vous mettez des post-it, vous mettez j'ai raison, vous mettez ça dans toute la maison, vous allez voir, votre mari va être content. J'ai raison et je m'occupe de moi. Ah ouais. Et si tu avais un conseil à donner aux femmes pour qu'elles puissent répondre à un homme qui leur renvoie ce côté-là, justement, tu Qui vois? leur envoie quoi? Bah, ce côté un peu trop brillant, un peu trop, tu sais, c'est Ouais. Ben, voilà, qui sont réponds, gênés par tous les post-it dans la maison. merci du compliment et ça va durer. Ben oui, Ok. ben, ils ont raison. Hmm, C'est-à-dire que c'est eux qui ont le problème. Une oui, femme, elle brille et tout, ben très bien. C'est qui c'est qui a le problème? bah, bien sûr. Ah, surtout, arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous justifier. Plus du tout. Formidable. Mais je crois que
Ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Fabrice, pour toutes ces interventions. Merci pour ce partage. Merci, Franck. Merci Christine, infiniment. pour l'animation. Moi, c'est du bonheur. On a vécu un moment tel qu'on imaginait, hein, de t'accueillir dans les associations Zebrix. C'est encore un moment fort. Merci pour votre accueil. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a essayé de relayer un peu vos questions. On demande alors où est-ce qu'on peut retrouver Fabrice. Alors, si vous mettez mon nom sur Internet, vous allez trouver plein de choses, mais j'ai mon portail international qui s'appelle HPI Talent. Et j'essaie d'y mettre tout. J'ai une agence qui suit tout ça sur ce que je fais. Et puis sinon, j'ai plein de vidéos, de podcasts. Sur le portail, je crois que c'est au niveau des activités, j'essaie de l'actualiser. Mais si vous allez sur YouTube ou sur Internet, j'ai plein de choses, podcasts, vidéos. J'essaie d'en faire régulièrement, mais d'amener des informations utiles. Sinon, je ne sers à rien. Fabrice fait des formations aussi qui sont extraordinaires. Je fais des formations et là, ça me coûte du boulot depuis des mois parce que je restructure l'ingénierie pédagogique. Je vais les faire en e-learning parce que j'ai des demandes sur tous les continents. Donc, pour les gens au Canada, ils se lèvent à 2 heures du matin dans mes formations traditionnelles pour démarrer à 3 heures. Ou ceux qui sont en Asie ou en Australie, c'est de l'autre côté. Il y a moins de décalage, mais j'ai un catalogue, il est sur le site de HPI Talent. Et puis là, je mets en ligne, en e-learning, donc en autonomie, avec du MP 3, du MP 4, de la traduction. Et puis, je ferai des soirées aussi sur une année, là, une pédagogie qui est plus riche, sur Femmes HPI, sur THPI, TTHPI, pour donner de l'information. J'ai un podcast avec Fanny Marais sur THPI que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que je fais? Survivre en milieu hostile pour comprendre le monde neurotypique. Ça sert à rien de se battre, il faut être plus malin que ça. Il faut bien comprendre comment on fonctionne en tant que surdoué et comment les autres fonctionnent. Et pour une part, ils ne le font pas exprès. Et ils sont comme ça, donc il vaut mieux les comprendre. Et puis, je fais des formations. Je vais démarrer après-demain pour les professionnels, pour accompagner les surdoués. Donc, j'ai des psychiatres, des médecins, non pas de psychiatres, des psychanalystes, des médecins, des thérapeutes, des RH, des consultants. Là, je donne de la matière première pour les professionnels. Et puis, j'ai plein de trucs en attente. Donc, celui sur la santé, je vais faire une journée. Mon métier, c'est de l'ingénierie pédagogique et de faire des formations. Ça me prend une plombe. Mais sur ce que j'avais fait l'an dernier avec Nathalie sur la danse invisible, tout ce qui fait que il y a pas, on la voit pas, ou cette année au congrès la semaine prochaine, c'est pourquoi c'est fondamental de le savoir. Alors sur les bouquins, j'ai des gros doigts et j'aime pas écrire des bouquins. Par contre, j'ai participé à des bouquins avec Hélène Vecchiali sur le zèbre sur le divan, qui est sorti au printemps, sur un livre qui est sorti la semaine dernière avec Fanny Marais sur femmes surdouées et hypersensibles, où Fanny est venue me chercher. Et Elodie Crépel, qui fait plein de bouquins, de trucs aussi, qui m'a dit, mais écoute, si tu veux pas écrire de bouquins, je te propose qu'on en fasse ça ensemble. Donc, je sais pas quand. Mais sinon, tout seul, ça m'ennuie. Je sais faire des séminaires pour transmettre de l'information, mais un bouquin, il faut délayer, il faut faire de la soupe, j'aime pas ça. J'aime pas délayer. J'enlève des mots, j'en rajoute pas. Formidable. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à Christine. Merci à tous. Est-ce que Fabrice sera au Salon Surdouessance de Bruxelles début novembre? Non, j'y serai pas. J'ai des amis qui vont y être, mais j'y serai pas. Par contre, tu seras au congrès d'Ouance. Au congrès d'Ouance, je peux vous dire, quand j'interviens sur pourquoi c'est fondamental de le savoir. Donc, c'est mardi prochain, oui. En deuxième partie de soirée. Sur l'importance sur le test. On n'arrive pas à se laisser, en fait, quand on est avec Fabrice. Oui. On a envie de passer. Non, puis moi, je peux continuer pendant des heures, mais là, j'ai encore du boulot, donc il faut qu'on arrête. Okay. Bon, merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pour d'autres webinaires bientôt avec les associations. Et merci à Fabrice, encore une fois, d'avoir participé. Avec plaisir. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, c'est Merci. important. Toi aussi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Merci.